Madame, Monsieur, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. La signature de la déclaration de principe entre Kinshasa et la FCM23 est saluée à plusieurs niveaux. Le gouvernement, les partenaires traditionnels de la RDC et plusieurs personnalités ont donné de la voix après l'acte du samedi dernier. Ces documents de 3 pages donnent les grandes lignes de ce qui pourrait être l'accord final attendu vers mi-août de l'année en cours. Les textes reviennent notamment sur un cessez-le-feu permanent. La signature de la déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle AFC M23 constitue une avancée politique majeure dans un conflit qui déchire l'Est du pays depuis plus de 2 décennies. Nous sommes déterminés, l'État congolais, l'État légitime est déterminé de mettre fin à l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo, et ce à travers un accord qui sera contraignant pour toutes les parties. C'est un pas important, c'est un pas avec des engagements clairs pour la République démocratique du Congo, mais des engagements aussi très clairs pour le M23. Mais au-delà de l'effet d'annonce et de félicitations diplomatiques, cet engagement soulève une série d'enjeux sécuritaires, géopolitiques, humanitaires et institutionnels. Le principal acquis de la déclaration de Doha est l'engagement de 2 parties à un cessez-le-feu permanent dans une région ravagée par les affrontements. Pourtant, l'histoire récente de la RDC montre que de nombreux cessez-le-feu ont été signés, puis violés, souvent à peine quelques jours plus tard. Les conditions de terrain restent hautement volatiles. Les accusations mutuelles de déploiement militaire autour de Bukavu, Goma, Uvira et Kisangani montrent que la défiance reste profonde. De plus, les alliances tactiques entre FARDC et groupes armés locaux, troupes rwandaises, FDR et le rebelle du M23-FC complexifient tout mécanisme de vérification crédible. La MONUSCO évoquée comme soutien au mécanisme de supervision du cessez-le-feu et en retrait progressif. Sa légitimité est contestée par une frange importante de la population congolaise et son efficacité à faire appliquer les accords de paix a été historiquement limitée. La déclaration de Doha prévoit plusieurs engagements structurants: libération de prisonniers, retour de réfugiés, mécanisme de confiance, rétablissement de l'autorité étatique, désarmement, réconciliation communautaire. Mais la mise en œuvre de ces engagements d'ici fin juillet 2025 semble précipitée, voire irréaliste, compte tenu du manque de consensus sur les zones à désarmer, de l'absence de mécanismes d'accompagnement de miliciens désarmés, du retour massif de déplacés dans des zones encore insécurisées, de l'inexistence d'un cadre législatif clair pour la réintégration des ex-rebelles. L'expérience de précédents accords avec le M23 en 2013 démontre que l'absence d'un cadre juridique administratif sécuritaire rigoureux a contribué à la résurgence du mouvement rebelle. Félix Tshisekedi, à travers son envoyé spécial Sumbusi Tamambo, a maintenu la non-négociation des fondamentaux de souveraineté, rejet de toute intégration automatique du M23 dans l'armée, pas de reconnaissance politique, retrait sans condition des zones occupées. Cette fermeté est politiquement compréhensible dans un contexte de contestation interne et de fragilité institutionnelle à Kinshasa. Toutefois, elle risque de radicaliser les expériences du M23, qui continue de se voir comme un acteur politique majeur, issu de l'exclusion, et non simplement comme une milice à désarmer. La situation devient encore plus délicate si l'on tient compte de liens étroits entre le M23 et le Rwanda voisin, pays signataire de l'accord parallèle de paix à Washington, le 27 juin 2025 dernier. Il n'est pas certain que Kigali se désolidarise du M23 si ces revendications politiques ne sont pas, ou au moins partiellement, prises en compte. Le rôle du Qatar, médiateur discret mais déterminé, est salué internationalement. Sa neutralité relative et sa capacité à parler aussi bien à Kigali qu'à Kinshasa en font un acteur rare dans cette crise. En arrière-plan, les États-Unis mènent une diplomatie des résultats. Washington veut aboutir à un accord global avant fin juillet, quitte à agiter la menace de sanctions ciblées contre les saboteurs du processus. Mais cette diplomatie du deadline comporte ses risques. Un accord précipité sans consensus, ni mécanisme robuste de mise en œuvre pourrait produire les échecs des accords de Lusaka 1999, Sand City 2002 ou Nairobi 2013. L'implication réelle de l'Union africaine reste elle aussi timide et symbolique. Le climat politique à Kinshasa est tendu. L'arrestation du général Christian Chioué, ex-chef d'état-major du FARDC,
du chef de la maison militaire du président Tshisekedi est un séisme sécuritaire révélateur d'un malaise profond dans la chaîne de commandement militaire. Des voix internes remettent en cause la stratégie de négociation, dénoncent des compromissions avec l'ennemi et soupçonnent de calculs électoraux à l'approche de nouveaux scrutins. La cohésion du pouvoir exécutif est fragilisée, ce qui pourrait nuire à la mise en œuvre du processus de paix, particulièrement sur le terrain où la loyauté de troupes reste fluctuante. L'implication de plateformes SCC Senko et des églises de réveil traduit un mouvement profond, la quête d'une solution de fond et de société. Leur appel à un pacte social congolais au-delà de simples accords de cessez-le-feu vise à reconstruire un tissu national brisé. Ces initiatives insistent sur la justice transitionnelle, la vérité historique, la réparation des victimes et une réconciliation sincère, en rupture avec des cycles de rébellion, réintégration et impunité. Ici, nous parlons Congo, nous sommes en train de construire et non de détruire, et que les institutions, les lois du pays et le reste ne seront pas enfreintes, et que tout sera mis au clair, rien que pour une bonne raison, construire le Congo, avancer la République. La déclaration de Doha constitue la première étape sérieuse d'un chemin escarpé vers la paix dans l'est de la RDC. Elle fixe des jalons clairs, rompt avec l'immobilisme et témoigne d'une volonté internationale de résoudre ce conflit, devenu régional. Mais cet accord n'est pas encore la paix, c'est un cadre de possibilités conditionné par la mise en œuvre effective et simultanée des engagements, la transparence du processus et la participation de la société civile, la neutralité active de la communauté internationale et surtout une volonté politique sincère de rompre avec la logique de la force. Comme l'a déclaré un diplomate européen à Doha, c'est maintenant que le plus difficile commence. Ce n'est pas la signature qui compte, mais ce que les armes décideront de faire du silence sur le terrain.